Intervenants. Euh, je vais très rapidement sur le contexte. Je pense qu'on a à peu près tous en tête le contexte de l'élection, qui cette fois-ci n'est pas vraiment une surprise. Peut-être la surprise sur le fait que ça soit aussi large et aussi tranché rapidement. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir voir les conséquences directement pour les États-Unis, les conséquences pour l'économie mondiale et aussi les conséquences pour l'Europe, pour la France et essayer de pouvoir amener une focale aussi environnementale et écologiste autour de ces sujets. Le premier intervenant est Jeff Hawkins, qui est ancien ambassadeur des États-Unis, qui est maître de conférence à Sciences Po et qui est chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégique, l'IRIS. Donc, il va venir nous parler plutôt, voilà, avec un prisme, on va dire, de connaisseur de l'intérieur du pays et des conséquences pour les États-Unis et la géopolitique des États-Unis. Je vous laisse la parole. D'accord, merci Romaric et merci à vous tous de m'avoir invité parmi vous pour en parler. Écoutez, camarades, je viens des États-Unis et les nouvelles ne sont pas bonnes, hein. C'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous avez un engagement environnemental, comme vous avez, vous en avez tous, je pense, ou si vous estimez que le lien entre l'Amérique et l'Europe est important, si vous pensez que la démocratie est une bonne chose, il y a des signes un peu, un peu, euh, un peu difficiles qu'on pourrait regarder après les élections aux États-Unis et je voudrais vous en parler. Et je, on m'a donné le sujet des conséquences politiques et géopolitiques de la victoire de Trump. Et en principe, en tant qu'analyste sur la politique étrangère des États-Unis, en tant qu'ancien diplomate, je devrais, en général, parler géopolitique, politique étrangère, etc. Mais j'aimerais quand même commencer ce soir avec l'intérieur, avec la politique américaine, parce que c'est très important. Et euh, je dois dire deux choses d'abord, juste pour commencer, et puis je vais en... Je voudrais que vous sachiez que cette fois-ci, contrairement à 2016, je pense que il s'agit d'un vrai mandat populaire pour Donald Trump et pour son agenda. Euh, Il nous faudrait encore des mois pour avoir toutes les données de comté par comté pour savoir exactement qui a voté pour qui et pourquoi, etc. Euh, et Trump n'a même pas gagné une majorité des électeurs cette fois-ci, mais c'est différent. L'ambiance aux États-Unis, c'est très différent. Et le candidat lui-même l'interprète très différemment que la dernière fois. Donc, pour le collège électoral, n'en parlons pas, il a 312 000, pardon, 312 voix dans le collège, donc c'est une victoire convaincante. Et il a dévancé, c'est ça qui est important, il a dévancé Madame Harris de 2,5 millions de voix dans les élections populaires. Et là, on peut dire que c'est une vraie victoire qui reflète une volonté de la part de l'électorat. Et je pourrais même dire qu'en 2016, et moi je suis démocrate, hein, même si en tant qu'ambassadeur, en tant que diplomate, j'étais censé être apolitique, maintenant que je ne le suis plus, je peux dire haut et fort mon appartenance politique. En 2016, j'étais évidemment très déçu par le résultat, mais je me fâchais plutôt contre le système américain, contre la Constitution, parce que c'était ce collège électoral qui faisait qu'un président minoritaire avec des idées qui n'étaient pas très courantes, qui n'étaient pas un candidat typique, arrive au pouvoir. En 2024, c'est plutôt
vers l'électorat il faut se tourner pour ces résultats. Et on voit vraiment, on parle en anglais du red shift à travers les États-Unis, pratiquement dans toutes les circonscriptions, il y a eu un mouvement vers le Parti républicain et surtout vers Donald Trump, n'est-ce pas? Et donc, même dans les États très démocrates qui continuent à voter pour les démocrates, telle la Californie dont je suis originaire ou New York, même au sein de ces États-là, on a vu un mouvement vers la droite. Donc, globalement, on peut dire que c'est un président qui a ou au moins peut prétendre à avoir un mandat. Et ça, encore une fois, c'est très différent que la dernière fois. Sachant aussi qu'il a une majorité dans les deux chambres du Congrès, ce qui était le cas en 2016 aussi, mais cette fois-ci, son parti, lui, est acquis beaucoup plus étroitement, beaucoup plus le lien entre Donald Trump et pratiquement tout le parti parlementaire aux États-Unis est plus fort que auparavant. Donc, c'est vraiment une victoire, une vraie victoire. Et en même temps, fort de ce mandat, Donald Trump est il est beaucoup plus focalisé cette fois-ci. Et on l'a vu avec la transition, ça n'a rien à voir avec la transition en 2016. La transition, donc, c'est la période de 2 mois, 2 mois et demi entre les élections au mois de novembre et la prestation de serment au mois de janvier, à fin janvier. Et donc, c'est un moment très important de transition entre un président et un autre, entre une administration et l'autre. Et cette fois-ci, Donald Trump, dans 3 semaines, il a déjà nommé tous ses candidats au cabinet de ministres. Il a nommé tous les grands fonctionnaires de la Maison-Blanche et il a même commencé avec des postes peut-être moins importants ou moins visibles, disons, mais aussi importants. Donc, c'est un président qui se croit fort, et qu'il est en effet, et qui, même si Trump reste Donald Trump, c'est une transition qui est beaucoup plus organisée, beaucoup plus focalisée que la dernière fois. Donc, c'est un président avec toutes, toutes ses qualités qui est prêt à commencer. Et d'ailleurs, il a déjà commencé. Hein, il a des contacts un peu partout avec des chefs d'État étrangers, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, contrairement à l'homme d'affaires qui connaissait rien la dernière fois, cette fois-ci, ça y est. Et il a bénéficié d'un un changement au sein de l'électorat qui ne date pas d'hier, qui ne date même pas de 2016, mais qui vraiment s'accélère et qui est beaucoup plus prononcé maintenant. Bon, s'il a été élu, il y a des raisons, il y a des raisons immédiates. Hein, Kamala Harris qui n'avait pas suffisamment de temps pour préparer sa campagne, peut-être l'inflation qui touchait les foyers américains, Biden qui était un président impopulaire pour des raisons que j'ignore, mais finalement l'électorat n'était pas très content de son président. Tout ça et un électorat qui avait l'impression que l'Amérique n'allait pas dans le bon sens. Donc déjà, ça rend le terrain assez propice pour Donald Trump. Mais en dehors de ça, il y a des changements structurels que vous peut-être connaissez déjà, les transformations économiques, les inégalités aux États-Unis, le racisme, la méfiance vers l'autre, envers l'autre, politisation des médias, tout ça. Il y a tout ça aussi. Mais à la base de tout ça, pour moi, je rejoins Ezra Klein, qui est un éditeur de New York Times. C'est quelqu'un qui, pour moi, a vraiment très bien saisi ce qui se passe cette fois-ci. Et il nous dit que la politique aux États-Unis, c'est plus sur une seule axe. Avant, c'était idéologique.
républicains, on aimait moins de gouvernement, on voulait moins de gouvernement, on voulait moins d'impôts, démocrates, on voulait transformer la société avec des moyens gouvernementaux, etc. Ça existe toujours, mais il y a un autre axe maintenant qui est peut-être aussi important, voire plus important. Et ça, c'est la question fondamentale maintenant aux États-Unis et en Europe et ailleurs d'ailleurs, la question de confiance dans nos institutions. Et fondamentalement, les électeurs de Trump, et il y en a, il y a des républicains traditionnels, etc., mais il y a beaucoup de nouveaux mondes qui arrivent dans le univers MAGA. C'est surtout parce qu'ils n'ont plus confiance dans nos institutions et dans Trump qui promet de les exploser, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, donc dans la politique américaine. Trump, il profite de cette méfiance vis-à-vis de nos institutions. Et c'est ça qu'on va voir, et c'est ça qui en tant qu'institutionnaliste, finalement, c'est ça qui me terrifie dans tout ça. Et je pars sur l'hypothèse que une démocratie, c'est bon, c'est la Constitution, c'est les lois, c'est les institutions, mais c'est surtout les normes. Il y a surtout une culture démocratique que Trump est en train d'exploser. Et on pourrait parler pour sa politique intérieure, on pourrait parler plein de trucs. Quand il était président, son refus des résultats des élections en 2020, ses problèmes judiciaires, la révolte qu'il a menée le 6 janvier 2021. Il y a tout ça, mais maintenant, là, dans la transition, on le voit aussi avec des choix de quelques ministres qui sont totalement opposés aux missions des institutions qu'ils vont diriger. Vous voyez, on peut le voir dans son mépris pour les fonctionnaires et son désir de les remplacer tous par ses partisans. On le voit par sa suggestion que le Sénat devait accepter ces propositions de ministres sans voir ça constitutionnellement. Bon, je pourrais citer plein d'exemples et on peut en parler si vous voulez, mais pour moi, c'est un candidat qui a clairement démontré que ces normes de la démocratie, il les respecte pas. Et Freedom House, donc, c'est une ONG qui travaille sur la démocratie, sur la liberté dans les sociétés, nous donne actuellement un score de liberté, de freedom, donc de démocratie de 83 sur 20. Pardon, sur 100, pas sur 20, sur 100, n'est-ce pas? Et pour cette année-ci. Et je vous promets que d'ici la fin du mandat de Donald Trump, du deuxième mandat, ce score va baisser. Et pour moi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça m'inquiète énormément. Je vais pas parler trop longtemps, mais je vais juste me pencher un tout petit peu sur la politique étrangère, comme je suis censé être celui qui doit en parler. Ce même phénomène de rejet des institutions, de rejet des traditions, de rejet de la pratique traditionnelle de la politique étrangère des États-Unis, qui avait été, jusqu'à l'avènement de Donald Trump en 2016, qui avait été bipartisane, hein, largement. Je veux dire, il y a eu des différences dans l'histoire, mais globalement, hein, une idée de leadership américain, que ce soit l'OTAN ou notre positionnement vis-à-vis de la Chine et tout, pas beaucoup de différence entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Cette fois-ci, ça va être très, très différent. Et Sylvie va certainement en parler, mais à commencer par la guerre de commerce. Comment on dit trade war, Sylvie? C'est guerre de commerce ou Guerre commerciale. Ouais, guerre commerciale qui s'annonce déjà, n'est-ce pas? Donc, les États-Unis, et ça va sans dire que vous aimez, que vous n'aimez pas, les États-Unis ont créé tout un système de libre-échange. Je veux dire, des institutions telles la Banque mondiale, FMI, OMC, blablabla, G7, etc., des accords de libre-échange. Et Trump, déjà, il a promis d'exploser tout ça.
avec des tarifs douaniers, etc. Et très intéressant et ça reflète aussi son mépris pour nos engagements, pour nos institutions. Il a commencé, je veux dire, il a déjà menacé le Canada et le Mexique. Il a dit il va imposer des tarifs allant de 20% ou je sais pas, pour des raisons qui, pour moi, sont totalement pas convaincantes. Euh, et c'est intéressant parce que ce premier cible de cette guerre, même pas la Chine, c'est nos alliés, nos voisins, ce sont justement les partenaires euh, avec lesquels on a un accord de libre-échange que lui-même a négocié quand il était président la dernière fois. Donc, déjà, on va voir cette méfiance vis-à-vis des institutions dans le commerce. Pour vous, et je voulais en parler parce que nous sommes tous là en Europe, pour moi, l'alliance transatlantique vraiment va se trouver très mal. Et je ne sais pas si cette alliance qui date il y a 100 ans en plus, je veux dire, l'engagement entre le vieux continent et l'Amérique, pour moi, Trump, il n'en veut pas, à commencer par l'OTAN. Et donc, dans les cercles de Donald Trump, on parle d'un OTAN, entre guillemets, dormant. C'est-à-dire qu'on ne se retire pas forcément totalement, mais on retire toutes nos troupes de l'Europe. Il y a toujours, entre guillemets, le parapluie nucléaire, peut-être quelques avions, quelques navires qui circulent un peu à droite et à gauche, mais ça, c'est la fin de l'OTAN sous un autre nom. Et c'est pas seulement l'OTAN, c'est le commerce aussi, parce que les tarifs douaniers, c'est pas seulement pour le Mexique, le Canada, la Chine, c'est aussi pour l'Europe, et nos collègues vont certainement en parler. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles Donald Trump, là aussi, quelque chose qu'on a mis des décennies à construire, il va l'exploser. J'en suis certain. Il y a plein d'autres sujets dans l'international. Le sujet avec le plus d'éclat, certainement l'immigration, parce que là, il va, dès le premier jour, ça va être des actions constantes et qui a bon, une importance interne pour les États-Unis. Et on a à peu près 20 millions d'émigrés non documentés, expulsés tout ce monde. Bon, je ne sais même pas si c'est possible, mais même commencer à expulser ces gens-là, ça va faire des dégâts pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie régionale, pour l'Amérique latine et aussi peut-être encore plus loin que ça. Donc, 3 sujets seulement, on pourrait parler Moyen-Orient, Chine, etc. Mais là, pour moi, déjà, c'est juste des exemples de l'attitude dont j'ai parlé. Encore une fois, je ne veux pas aller trop loin, mais je voulais juste, étant donné qui vous êtes, je voulais juste parler 2 secondes du climat aussi. Ce que vous allez voir, c'est bon, un rejet total des institutions dans ce domaine, mais aussi allant jusqu'à un rejet de l'expertise. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas savoir, il ne veut pas entendre parler du climat. J'ai une citation de Donald Trump récent où il dit « Ah, vous savez, il l'appelait, souvenez-vous, réchauffement planétaire, mais ça n'a pas marché. » Vous voyez comme si l'idée était une idée politique des démocrates d'extrême gauche et que ça n'avait pas de sens concret. Et donc, pour ce qui concerne les renouvelables aux États-Unis, c'est fini. Et il a dit clairement que pour lui, tout ce qui est pétrole et autres, c'est vraiment l'emphase de son administration. Il va renverser les règlements freinant le développement du pétrole, il va couper les impôts sur les compagnies pétrolières, ouvrir jusqu'à nos parcs nationaux à l'exploration, production. Il va certainement tenter de renverser l'Inflation Reduction Act de Biden qui a mis quand même presque 400 milliards de dollars pour la transition écologique aux États-Unis. Il va certainement quitter les accords sur le climat comme il l'a fait il y a 8 ans. Et aussi, et c'est ça qui est néfaste, hein, il va
démanteler les infrastructures de l'étude du climat aux États-Unis, notamment le National Oceanic and Atmospheric Administration, le Environmental Protection Agency. Il y a plein d'agences scientifiques que lui, il va diviser, écarter, supprimer. Donc, on n'aura même pas en état de mesurer l'étendue du problème, ce qui est quand même grave. Et juste, dernière remarque, et puis vous avez certainement constaté la présence d'Elon Musk dans l'entourage proche de Donald Trump. Euh, peut-être peut-être c'est une raison d'espérance parce que lui, c'est les voitures électriques et tout ça, mais d'après ce que j'ai compris, même dans ce domaine-là, il est prêt à laisser Trump agir parce que ça va être plus désavantageux pour la concurrence que pour lui-même, pour Tesla. Donc, même cette présence de Elon Musk, que moi j'apprécie très moyennement, ça va rien faire pour l'environnement. Donc, tout ça pour dire, manque de confiance dans les institutions, c'est Donald Trump qui va en profiter. Il est beaucoup plus organisé que la dernière fois. Alors, mettez vos ceintures, messieurs, dames. Voilà. Merci. Euh, alors, on va passer à la seconde intervenante, donc Sylvie Matelli, qui est, excusez-moi, donc qui est chercheuse, qui est ancienne, l'ancienne vice, oh, désolé, j'ai eu un bug sur mes notes. Donc, qui est une économiste spécialiste en économie internationale, qui est directrice de l'Institut Jacques Delors Notre Europe et qui est ancienne directrice adjointe de l'IRIS et qui a publié plusieurs livres, dont L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation, Argent sale, à qui profite le crime et Géopolitique de l'économie. Donc, qui va nous parler plus des conséquences économiques de l'élection de Trump. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un petit tour global et local, hein, puisque vous m'aviez demandé mondial et européen. Peut-être pour commencer, et ça va rejoindre ce que disait Jeff à l'instant, pour commencer, je crois que il faut, il y a deux choses qui sont très importantes. Premièrement, Trump est c'est Trump 2. Donc, comme l'a dit Jeff, il sait ce qu'est le job, ce qui n'était pas du tout le cas en 2016, et il sait exactement où il veut aller. Il sait exactement où il veut aller, il sait exactement ce qu'il veut défendre, et donc il ne va pas perdre de temps, et il l'a annoncé, hein, dès le 20 janvier, son investiture, alors je ne sais plus si c'est le 20 ou le 21, mais en tout cas, le jour de son investiture, il signera déjà, il le disait encore hier, un certain nombre de mesures qu'il peut signer tout seul, en particulier les droits de douane contre les Mexicains, le Canada et la Chine. C'est assez marrant d'ailleurs dans la première déclaration qu'il ait oublié l'Europe. Alors peut-être qu'il considère que l'Europe est tellement en décrépitude aujourd'hui qu'il n'y a même pas besoin de taper, en fait, c'est déjà fait, ou alors il nous tapera sur autre chose, et j'y reviens dans un instant. Donc ça, c'est le premier élément, c'est on va vraiment, dès le 21 janvier, voir ce qu'est Trump 2, et on va comprendre très vite que c'est encore plus brutal probablement que Trump 1. Et en même temps, je suis obligée de vous dire que bah, c'est un personnage qui est quand même assez imprévisible. C'est un personnage qui peut être copain avec certains un jour, et puis plus du tout copain le lendemain, qui n'a aucun dogme en fait. Il croit en certaines choses, mais ça peut changer si quelqu'un le convainc que c'est différent ou si lui-même se convainc que son intérêt est ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui est totalement imprévisible et c'est en ça que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Je prends juste un exemple, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, tout le monde se dit aujourd'hui, ouïe, ça va faire mal aux Ukrainiens, ça va faire mal aux Européens, en se disant, bah, c'est un grand copain de Poutine. Il y a eu des soupçons presque complotistes pendant la campagne qu'il était vendu à Poutine et que du coup, il obéissait au doigt et à l'œil à Vladimir Poutine. Sauf que moi, ce que je constate, c'est que Vladimir Poutine a quand même mis quasiment une semaine avant de le féliciter.
là où Zelensky avait été assez malin pour le faire très rapidement, que sur le coup de fil qu'ils ont soi-disant eu, Vladimir Poutine n'a pas confirmé, il a même dit qu'il n'avait pas du tout parlé à Donald Trump. Donc on s'aperçoit que Vladimir Poutine n'est pas le candidat aussi malléable que ça à la discussion avec Trump, et qu'on peut très bien imaginer demain que finalement ils disent oh, Vladimir Poutine, c'est lui l'abruti, et moi je vais réarmer l'Ukraine pour que l'Ukraine enfin écrase la Russie. Alors une fois que je vous ai dit ça, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, on voit déjà les conséquences et l'escalade qu'entraîne l'autorisation par Joe Biden aux Ukrainiens d'envoyer des missiles, alors peut-être pas à longue portée, mais des missiles sur le sol russe. Donc on est vraiment dans cette incertitude absolue. Par contre, là où je rejoins Jeff, c'est que il y a une approche extrêmement intéressée avec, même s'il est imprévisible, on sait que ce qu'il veut, c'est d'abord des deals, des deals, des deals, et des deals, ça veut dire beaucoup d'argent pour lui. On se souvient hein, que lors de son précédent mandat, il y a quand même eu, alors je ne sais plus si c'est des soupçons ou si c'était avéré, mais c'était quand même des soupçons extrêmement lourds d'enrichissement personnel. Il a profité, il y a eu des conflits d'intérêts majeurs, il a quand même sacrément profité de sa première présidence pour gagner un certain nombre, un petit peu d'argent, et il est toujours dans cette logique-là. Et c'est assez terrible parce que le reste l'importe peu. Le reste n'importe peu. Moi, j'aime bien rappeler sa sortie de l'accord sur le nucléaire iranien dans son premier mandat. Ce que l'on vit aujourd'hui au Moyen-Orient est en grande partie la conséquence, alors pas que de ça, mais en grande partie la conséquence de cette sortie. Et il a eu le Pentagone et les grands chefs du Pentagone qui lui ont tenu le bras alors qu'il voulait frapper sur l'Iran et bombarder l'Iran dans son premier mandat. Là, il est aussi imprévisible soit-il, il a quand même tous les pouvoirs. Il a quand même tous les pouvoirs, il connaît le job, il s'entoure et il ne se laissera pas faire. Il sera probablement beaucoup moins contrôlable, si tant est qu'il l'était lors de son premier mandat. Donc ça, c'est quelque chose sur la méthode, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un autre élément que je voulais rappeler sur la méthode, je vous disais, il n'a pas de dogme, mais je pensais en particulier à la question de la démocratie. Face à la montée des populismes, face aux menaces qui pèsent sur la démocratie, Biden en avait fait son cheval de bataille. C'était un élément extrêmement important parce que Biden, il avait eu cette investiture ou cette tentative de coup d'État peu avant son investiture, il avait ça en tête et donc il y avait eu un combat pour la démocratie qui était juste ou pas, qui était pas, je vais pas dire injuste, mais qui était pertinent ou pas pertinent, peu importe. Pour Donald Trump, c'est pas un sujet. On négocie de la même manière avec le dernier des autocrates et avec un démocrate et j'allais dire un prix Nobel de la paix parce que je pense que ça lui déplairait pas que de décrocher un prix Nobel de la paix, mais voilà, tout ça pour dire que il n'y a pas besoin d'être un gentil fréquentable pour que Trump vous parle, bien au contraire, il aime bien les gens un peu forts, un peu virils et pas toujours très sympathiques. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je vais reprendre ce qu'a dit Jeff, mais peut-être avec d'autres conséquences ou d'autres illustrations, Trump, c'est le candidat du repli sur soi. C'est le candidat MAGA, c'est le candidat de ça sert à rien d'aller jouer les gendarmes partout sur la planète. On a reproché à Joe Biden la façon dont il est sorti d'Afghanistan, mais il faut bien se rappeler que celui qui a avant toute chose voulu sortir d'Afghanistan, c'est quand même Donald Trump sans aucun état d'âme sur la situation qu'il laissait sur place. Et on en voit aujourd'hui les conséquences. On en voit aujourd'hui les conséquences. Alors, c'est pas que la faute de Donald Trump. Je pense que les démocrates auraient pu gérer ça un petit peu mieux. Il n'empêche que c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Et puis après, la machine s'est enclenchée et le retrait s'est plié. Et ça me permet de revenir sur la question des valeurs. Très clairement, les femmes, ils s'en foutent en fait. Donc, ce qui se passe en Afghanistan, ça le touche pas et c'est pas un sujet. Donc, il y a ce repli sur soi et ce repli sur soi, ça va avoir plusieurs conséquences. Ça va avoir bien évidemment des conséquences stratégiques. Puisque on craint, nous Européens, qu'il ne quitte l'OTAN, il va très certainement sortir, il l'a annoncé, hein, c'est pour ça que je dis très certainement de l'accord de Paris. Et de la même manière, eh bien, il va se désengager d'un certain nombre d'accords, d'organisations dans lesquelles siègent les États-Unis, avec des conséquences extrêmement importantes. Rappelez-vous, lors de son précédent mandat,
il avait menacé de quitter l'OMC, par exemple, parce qu'il considérait que l'OMC servait à rien. Alors l'OMC est moribonde, donc c'est pas un enjeu démesuré, mais il n'empêche que la gouvernance internationale, le multilatéralisme, c'est absolument pas son sujet. Lui, il est dans une négociation plutôt bilatérale que multilatérale. Euh, la décrépitude de notre système de gouvernance internationale n'est pas son fait et n'est pas que la conséquence de son action. Il n'empêche que dans le contexte actuel, on n'a certainement pas besoin d'un président des États-Unis qui affaiblisse encore plus le peu d'ordre international qui perdure sur cette planète et les quelques négociations. Même, je réfléchis à voix haute au fur et à mesure que je vous parle, même des groupes comme le G7, par exemple, sont des choses où chaque fois qu'il arrivait, il y a des photos qui sont assez édifiantes. Chaque fois qu'il arrivait, vous vous souvenez, je crois que c'est le G7 qui avait eu lieu au Royaume-Uni, où il était arrivé, il avait menacé Angela Merkel, et puis il était remonté dans son avion, il était reparti, quoi. Donc c'était, voilà, c'est comme ça que ce personnage se comporte. Et bien évidemment, ça facilite pas la négociation et ça facilite pas l'apaisement des tensions comme s'il n'y avait pas de tension à l'international. Le sujet suivant, c'est peut-être sa relation à la Chine. Alors on sait, ça a été largement dit, que la confrontation entre les États-Unis et la Chine n'est pas née avec Donald Trump, que Barack Obama était déjà quand il a imaginé son pilier asiatique, il était déjà dans une logique de méfiance vis-à-vis de la Chine. Trump a initié sa guerre commerciale et force est de constater que Joe Biden a poursuivi par d'autres méthodes, mais a poursuivi cette confrontation. Il est bien évident que parce que c'est un dossier bipartisan et parce que Donald Trump est persuadé que la Chine est la principale menace pour les États-Unis, qu'il va rester dans une attitude extrêmement agressive vis-à-vis de la Chine dans un moment où moi je suis convaincue, mais peut-être que je me trompe, je suis convaincue que s'il était temps de renouer avec la Chine, ce serait probable pour les États-Unis, ce serait probablement aujourd'hui, et que je pense que c'est probablement le moment sur ces 10 dernières années où les États-Unis auraient le plus intérêt à renouer avec la Chine, pour plusieurs raisons. D'abord, la Chine est terriblement affaiblie par le ralentissement de sa croissance économique. Euh, qui est liée à la guerre commerciale qui a été initiée par Trump, mais pas que. Donc c'est une Chine moi je me souviens, hein, il y a une vingtaine d'années, on nous interrogeait pour savoir si c'était en 2025 ou en 2035 que le PIB chinois dépasserait le PIB américain. Et la dernière, je crois que c'est Goldman Sachs au tout début des années 2000 qui avait dit 2040. Aujourd'hui, on n'en est plus là en termes de PIB, on en est probablement là en termes de technologie, enfin on est dans ce contexte en termes de technologie, mais ce qui est certain, c'est que ce serait peut-être un moment de rediscuter avec la Chine sur la question de la Russie, sur la question d'Ukraine, sur la question de la fragmentation de la mondialisation. Enfin, tout le monde est en train de perdre dans tout ce qui se passe au niveau international, que ce soit sur la situation économique et la fragmentation de la mondialisation, que ce soit sur les guerres et les conflits et les instabilités, tout le monde est en train de perdre. Les économies ralentissent partout, un petit peu moins les États-Unis, mais avec la politique de Trump, et j'y viens dans un instant, ça ne devrait pas tarder, sur l'inflation et donc le pouvoir d'achat de la population et le niveau de vie de la population, qui est d'ailleurs aussi l'un des éléments qui a permis l'élection de Trump. Donc on est aujourd'hui dans un contexte où plus que jamais il faudrait retravailler tous ensemble et Trump malheureusement va probablement plus que jamais fractionner et fragmenter le peu d'ordre international qui reste. Alors, je vous ai parlé donc de la lutte contre le changement climatique et du retrait probable. Et puis, dans un contexte, alors je finis ce que je viens de dire à l'instant, je rebondis sur ce que je viens de dire à l'instant et puis je passe peut-être aux questions plus économiques. Dans, dans un contexte plus instable et dangereux que jamais, que va-t-il faire en fait, hein? C'est-à-dire la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a déjà une escalade probablement en prévision de son arrivée très prochaine. Au Moyen-Orient, l'Iran, on nous dit que l'Iran est à deux doigts en fait de se doter de l'arme atomique. Quid de Taïwan et de la Chine dans la mer de Chine. Donc on voit on est quand même dans un contexte où on n'a vraiment pas besoin d'un élément perturbateur supplémentaire pour venir nous déstabiliser un petit peu plus. Alors si j'en viens à l'économie, et puis après je passerai à la question européenne pour pas être trop long, euh,
moi, j'ai l'impression, quand je regarde Trump 1 et quand j'écoute ce qu'il nous promet pour Trump 2, que c'est un monsieur dont la compréhension de l'économie s'est arrêtée dans les années 30, en fait. Alors, je sais même pas s'il était né dans les années 30, hein, mais c'est la guerre commerciale. C'est juste la guerre commerciale, c'est le blocus. Dans les années 30, on faisait le blocus plutôt en préparation d'une guerre. Et la seule chose qu'il connaisse, c'est les tarifs. Il l'a dit d'ailleurs, c'est le mot c'est son mot préféré dans le dictionnaire. Les tarifs, c'est-à-dire nous en français, on dirait les droits de douane, hein. Donc, c'est les droits de douane et la guerre commerciale. Ce qui, dans un contexte de globalisation, est pas super efficace en fait, parce que les États-Unis ont un déficit commercial, mais un déficit commercial qui est plutôt un atout. D'abord parce qu'ils peuvent se le payer, puisqu'ils ont le dollar, et puis parce que c'est aussi le signe qu'ils ont un certain nombre d'entreprises américaines qui ont investi partout sur la planète, qu'ils sont très bien insérés dans les chaînes de valeur mondiales, et par conséquent que bah, ils profitent aussi de ce commerce international. Il n'empêche que lui veut se fâcher avec tout le monde, et comme l'a dit Jeff, il veut se fâcher encore plus avec ses amis, finalement, hormis la Chine, il veut surtout se fâcher avec ses amis. Et donc avec des pays avec lesquels il pourrait négocier autrement que par des mesures tarifaires. Une fois que j'ai dit ça, je ne peux que constater que Joe Biden n'a pas véritablement levé les mesures tarifaires qui avaient été mises en place par Donald Trump, par exemple à l'encontre des Européens. Donc il est resté un petit peu dans cette logique. Mais je trouve que Joe Biden, par exemple, avait eu une politique économique qui était plus adaptée, plus évoluée. On en voit les conséquences d'ailleurs, et j'ai du mal. Enfin, je comprends pourquoi c'est Donald Trump qui a été élu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à Joe Biden d'avoir mené une mauvaise politique économique. Il s'est retrouvé, Joe Biden, quand il arrive au pouvoir en 2020, il se retrouve dans une situation où l'économie américaine décroche, et j'emploie volontairement ce mot parce qu'après je vais passer à l'Europe, décroche par rapport à l'économie chinoise. Et rappelez-vous, c'est la période Donald Trump, l'homme du XXe siècle, s'était battu contre Huawei, il avait mis en prison, etc. Donald Trump, lui, Joe Biden, pardon, lapsus pas du tout révélateur, Joe Biden ne se bat pas contre Huawei. Joe Biden, il dit, il nous faut un Huawei américain, il nous faut rattraper notre retard en matière d'intelligence économique, en matière d'intelligence artificielle, donc dans le digital, dans les technologies vertes, etc., etc. Et ce sera le CHIPS Act, et ce sera l'Inflation Reduction Act. Il investira massivement dans son économie pour rattraper le retard. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Dans un cas, on est le repli sur soi et on se protège. Dans l'autre cas, on est plutôt offensif et on investit massivement dans son économie. Force est de constater que le résultat a été patent. Le résultat aujourd'hui, c'est quand même les ChatGPT, etc. C'est quand même un rattrapage extrêmement rapide de l'avance qu'avaient acquis les Chinois dans un certain nombre de domaines du digital, pas tout à fait encore sur les technologies vertes, mais ça ne saurait tarder, avec une attractivité via l'Inflation Reduction Act, une attractivité du territoire américain pour les entreprises qui investissent dans les technologies vertes qui n'a jamais été aussi important. C'est en ça que peut-être j'aurai un tout petit point de désaccord avec Jeff. Moi, je ne suis pas sûre qu'il détricote l'Inflation Reduction Act, ou alors il est complètement idiot et il est complètement dogmatique, parce que Joe Biden a quand même eu la bonne idée d'investir massivement dans des États plutôt républicains. Ça a apporté des emplois, ça a entraîné des ouvertures d'usines, et je suis pas certaine que bah, les élus républicains qui vont se retrouver face à un Donald Trump qui veut détricoter l'IRA soient pas un petit peu à essayer de le freiner. Alors après, est-ce qu'ils auront la possibilité de le freiner ou pas? Mais je pense que là, il va y avoir quand même quelques freins pour lui expliquer que peut-être c'est pas la peine de détricoter l'IRA, que c'est pas l'IRA, c'est pas l'environnement, c'est inflation. Donc et d'ailleurs c'est bien pour faire passer auprès des républicains que Biden avait appelé ça Inflation Reduction Act et pas pacte vert par exemple, hein. Donc pour expliquer qu'on était plutôt dans une lutte contre l'inflation alors que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la lutte contre l'inflation. Alors oui, sur les conséquences économiques peut-être. Donc une guerre commerciale qui va
accentuer encore plus la fragmentation de la mondialisation, et une fragmentation de la mondialisation qu'on voit déjà se dessiner depuis quelques années et qui a tendance quand même à opposer, et je trouve que c'est très 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 inquiétant et ça dépasse la seule économie, qui a quand même tendance à opposer l'Occident et le reste du monde, ce qu'on appelle le Sud global, mais qui veut rien dire, mais c'est l'Occident et le reste du monde, qui a tendance à opposer les très très riches qui font n'importe quoi, qui ont pollué la planète et qui aujourd'hui veulent pas payer, qui vivent comme des pachas, Poutine vous dirait, avec des mœurs dépravées, etc., etc., les progressistes du Nord contre les pays du Sud et les pays en développement. Donc je trouve que ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, on est dans un monde très instable, dans un monde assez conflictuel et opposé comme ça, fragmenté comme ça, c'est peut-être pas la bonne idée. Je suis pas sûre que le commerce adoucisse les mœurs, mais je pense que quand les choses vont très mal, faut pas en rajouter en cassant le commerce et en cassant les échanges entre les pays. Donc ça, c'est extrêmement important, surtout que l'impact, nous on parle beaucoup depuis que Trump a été réélu, on parle beaucoup de notre situation, de ce qui va se passer en Europe et tout ça, et j'y viens dans un instant, mais il faut pas oublier que les conséquences, elles vont d'abord être payées par les pays du Sud, en fait, et par les pays en développement, qui ont besoin des grands marchés occidentaux et qui vont subir encore plus que par le passé ce repli sur soi. Alors pour l'Europe, et je vais très très vite, sur la partie stratégique, bien évidemment, la question c'est l'OTAN et l'Ukraine. C'est l'OTAN et l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Il se désengagera probablement pas de l'OTAN, enfin, il quittera pas l'OTAN, mais il se désengagera. C'est pour ça que j'ai changé le mot. Il risque de se désengager ou en tout cas de demander aux Européens de se débrouiller un petit peu plus tout seul. Il va vouloir une négociation en Ukraine, mais sur quelle base? Avec quelle garantie? Nous, les Européens, nous devons absolument exiger des garanties de sécurité pour l'Ukraine et des garanties de sécurité crédibles pour l'Ukraine parce que c'est un enjeu de sécurité pour l'Europe. Et en même temps, il va nous dire, c'est évident, bah, les garanties de sécurité, je veux bien, mais vous les assurez vous, c'est-à-dire vous envoyez peut-être des troupes pour sécuriser la zone, etc., etc. Et est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens d'assurer la sécurité de l'Ukraine, nous tout seuls? Et sur l'économie, bah, j'ai déjà parlé de la guerre commerciale, donc je reviens pas là-dessus, mais on sait, un certain nombre de rapports ont pointé le décrochage de l'économie européenne, hein, que ce soit le rapport l'État bien plus qu'un marché ou que ce soit le rapport Draghi ont pointé ce décrochage de l'économie européenne vis-à-vis de l'économie américaine et aussi sur certaines technologies vis-à-vis de l'économie chinoise. La question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on sera capable, on a le diagnostic, Trump, c'est encore un caillou de plus dans notre chaussure d'Européens. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on sera capable de comprendre que on ne peut lutter contre ce décrochage qu'en travaillant tous ensemble pour affronter ce décrochage, pour investir massivement. Et donc c'est la question de l'union et qui va se poser aussi sur la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on sera resté unis et œuvrer ensemble? Et puis il y a aussi une question d'un certain nombre de différences d'approche, hein. Moi, je suis toujours étonnée que dans le contexte actuel de, de menaces qui pèsent hein, sur le mode de vie des populations européennes du fait de ce décrochage, on ne soit pas plus innovant comment dire, euh, plus téméraire sur la question du financement et qu'on n'arrive pas, on a une banque centrale, on a une monnaie qui est la deuxième monnaie de réserve, la deuxième monnaie d'échange au monde, hein, même si c'est loin du dollar, ça reste la deuxième, c'est bien avant le yuan. Je ne comprends pas qu'on ne profite pas de ces avantages, comme le font les États-Unis d'ailleurs, pour s'autonomiser et freiner ce décrochage. Et quand je dis s'autonomiser, il y a une question clé. C'est que là, on n'est plus du tout dans de l'économique, on est dans une dimension politique, c'est-à-dire tous les défis que pose Trump aux Européens aujourd'hui et que d'autres le posaient précédemment, c'est ce défi de la puissance européenne et la capacité à peser, à s'imposer. Et je dois dire que il y a deux scénarios, hein, c'est affronter ou se résigner. Soit les Européens ont enfin pris
la baffe sur la bonne joue. Elle n'était pas assez forte en 2016, hein, je pense, parce qu'en 2020, ils ont voulu croire que tout était fini. Soit là, la claque a été assez forte pour qu'enfin on assume le fait que nous, on peut peser aussi et donc contrer quelque part hein, la capacité ou limiter, réduire un petit peu la capacité de nuisance du président Trump. Soit on n'est pas capable de s'unir et au dossier par dossier, on se résignera, on acceptera un certain nombre de concessions, on se pliera en fait au desiderata de Trump et là, ce sera pire que tout. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Majdouline, alors je sais jamais le nom, c'est SB, Esbaï, Oui, et en tout ça y cas, ok, est, ok. Donc, que je ne présente pas plus, on va dire, qui est eurodéputé écologiste au Parlement européen et qui est à la commission, je reprends mes notes, qui est membre des commissions commerce international et environnement du Parlement européen, qui va plutôt nous parler à la fois des conséquences pour l'Europe et la réaction, on va dire, du Parlement européen face à cette élection, mais aussi sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux sociaux, j'imagine, qui vont nous toucher sur cette élection. oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Je vous Parfait. parle de Strasbourg, je suis dans mon... et il n'y a pas de lumière. Donc on est mal parti pour rentrer dans cette guerre commerciale. Plus sérieusement, je remercie vraiment à la fois la commission Transnat, mais aussi les intervenants qui m'ont précédé ici, Jeff Hawkins et Sylvie Matelli. Vraiment, j'ai bu vos paroles et j'ai pris beaucoup de notes parce que je pense que vous apportez des éclairages très complémentaires. Du coup, j'avais prévu de vous dire des choses que je ne vous dirai pas. Je n'enlève rien à ce qu'ils ont dit, mais j'en rajoute un peu pour apporter un éclairage peut-être différent. D'abord, ils ont fait un constat. C'est vrai que l'offensive, j'allais dire la guerre commerciale, elle commence pas avec ce nouveau mandat de Donald Trump. Elle a commencé avec son premier mandat, mais au-delà de ça, c'est un tropisme américain, mais ça, je vais pas revenir dessus. Et puis, il y a des choses qui se sont poursuivies aussi sous Biden. La question des mesures, on a évoqué le cas Huawei, par exemple, concernant la Chine, et d'ailleurs que nous aussi, on a eu des sujets similaires. Il y a eu des grandes actions qui ont été menées pour protéger l'économie américaine, mais aussi pour protéger parfois aussi la sécurité des données et d'autres sujets. Parce que dans cette histoire, on a, je pense notamment à l'interdiction de certains sites de vente en ligne aux États-Unis comme Pinduoduo, etc. On a quand même d'autres partenaires économiques et d'autres acteurs économiques dans le monde qui ont des pratiques qui poussent à la guerre aussi, il faut le dire. Je vais prendre aussi un autre exemple, d'ailleurs, qui pour moi m'inspire aujourd'hui dans ce que devrait faire l'Europe. C'est que face aux sites de e-commerce comme Temu ou Chine, je rappelle Chine et Temu, c'est 22% aujourd'hui des colis de la Poste en France, triplement du chiffre d'affaires en 2 ans. C'est devenu un des acteurs de la sur le marché des produits de mode, d'habillement, de cosmétiques parmi les plus importants en Europe. Un tiers de leur chiffre d'affaires d'ailleurs est fait en Europe. Aux États-Unis, donc sous la précédente mandature, hein, je parle de ça, ils ont diligenté une commission d'enquête et en l'espace de quelques mois, après un rapport au Congrès, ils ont pris des mesures drastiques pour faire en sorte de limiter l'arrivée de ces produits sur leur territoire. Ils n'ont pas totalement réussi, évidemment, mais en tout cas, ils ont une capacité, c'est pareil sur les logiciels embarqués dans les voitures, dans les véhicules qui roulent sur les routes américaines. Enfin, ils ont une forme de réactivité, de protectionnisme assez important et qui d'ailleurs n'est pas toujours à avoir du mauvais côté. Au contraire, on devrait peut-être s'en inspirer, j'en parlerai après. Deuxième chose, très important, mais ça a été mentionné, c'est l'IRA, ce grand programme d'investissement pour fabriquer localement durable et favoriser les investissements aussi étrangers, a donné aussi un coup on va dire, à l'attractivité européenne, puisque les États-Unis aujourd'hui, pour plein de raisons, constituent un territoire attractif. Ça, c'est vraiment du point de vue économique. Et troisième élément qui n'est pas nouveau, c'est notre dépendance du point de vue militaire et géopolitique avec les États-Unis, surtout dans le contexte de guerre avec l'Ukraine.
Alors aujourd'hui, si on regarde la situation et on fait une photographie, le pays européen qui est le plus dépendant des États-Unis, dont c'est le premier partenaire commercial, c'est l'Allemagne, avec un excédent de balance commerciale au profit, au profit de l'Allemagne de plus de 150 milliards d'euros. Donc ça veut dire que finalement, ce qui est envisagé en termes d'augmentation de droits de douane de 10 à 20%, et tout de suite aura des conséquences et donc amène une vive inquiétude et du coup des mesures dont je vais vous parler après. La Chine, bien sûr, va être ciblée, elle, de manière beaucoup plus importante si on considère les annonces faites par Donald Trump par ces augmentations de droits de douane. La deuxième chose, c'est que dans cette histoire, la cible, c'est censé être la Chine, mais on a vu toute l'ambiguïté. Je ne redis pas ce qu'a très bien dit Sylvie Matelli, mais Donald Trump aimerait embarquer l'Europe dans son alliance contre la Chine et c'est tout le sujet avec des risques, y compris pour l'économie américaine, qui sont les rétorsions sur l'agriculture, etc. On va avoir un sujet, c'est que si Donald Trump vraiment se lance dans ces mesures de rétorsion plus offensives encore vis-à-vis de la Chine, c'est que la Chine, elle a un gros problème. Elle a des excédents, et vous le savez, de la surproduction en masse. Elle a son problème de surproduction aujourd'hui. Il se pose. Alors, si les États-Unis appliquent les droits de douane, l'augmentation des droits de douane, certains scénarios montrent que la Chine pourrait perdre jusqu'à 1% de son PIB, mais on sait très bien que la Chine n'est pas transparente sur la réalité de son PIB, de ce qu'elle produit comme richesse. Pour moi, une des analyses qui m'a le plus intéressée, c'est de dire que la Chine aujourd'hui, au-delà d'une question de comptabilité nationale, elle a un gros problème parce qu'elle a plein de gens à faire travailler et que si son modèle économique exportateur est très offensif, venait à être fragilisé, qu'est-ce que feront tous ces gens? Et elle a un problème du coup de démocratique ou plutôt un problème d'instabilité politique très concrète qui risque de se poser à elle. Donc, la Chine va vouloir envoyer plus ses excédents vers nous. L'Europe a commencé à réagir. Vous avez sans doute entendu parler, après moult débats, d'une commission d'investigation diligentée par la Commission européenne sur les présomptions de dumping vis-à-vis des véhicules électriques chinois, qui a conduit en bout de course à une augmentation des droits de douane vis-à-vis de ces mêmes véhicules. Franchement, c'est bien. On l'a soutenu, mais c'est largement insuffisant. Il faut savoir aussi que certains groupes politiques dans l'Assemblée n'ont pas soutenu cette proposition. Alors, ça va de l'extrême droite, pour des raisons obscures, de discussions assez étranges. Je vous invite si faut que je re-regarde les vidéos parce que j'ai toujours pas compris, à la gauche, qui avait peur des mesures de rétorsion, par exemple, sur le cognac. Voilà, notre industrie automobile vaut bien ça. Donc, voilà. Plus sérieusement, l'Europe a réagi donc déjà avant par rapport à ses précédents, à ce qui a existé, donc notamment le grand programme d'investissement américain en lançant le Net Zero Industry Act, la stratégie pour les technologies en Europe, qui s'appelle STEP, voilà, etc. Donc, il y a plein de mesures. Il y a eu aussi, après le Covid, le plan de relance. Il y a une série de politiques européennes qui sont censées venir, elles aussi, favoriser notre autonomie stratégique, notre force, notre compétitivité, etc. Sauf qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment même, alors qu'il y a des grands programmes d'investissement dans la décarbonation du coup de l'industrie qui correspondrait à peu près à ce qui a été fait aux États-Unis dans une autre formule, eh bien, ça marche pas. Ça marche pas ou ça marche, mais partiellement. En tout cas, on est très inquiets. Les annonces qui ont été faites dans ma région par ArcelorMittal de renoncer à 850 millions d'euros d'investissement public, y compris européen, qui visait à en faire un site pilote pour de l'acier vert, c'est une alerte immense. C'est-à-dire qu'on a fait tout ça, et puis après, les industriels disent, en fait, on va peut-être pas investir, on va peut-être pas passer un cap au niveau économique pour maintenir l'industrie sur votre territoire. C'est 2000 emplois avec les sous-traitants directs qui sont menacés parce que s'ils ne font pas ces investissements, ça veut dire qu'à terme, on a un nouveau flot orange. Et c'est aussi, et ça, il faut le savoir, 11 000 emplois si on prend toute la zone nord-est parce qu'évidemment, c'est des chaînes de dépendance
s'il y a cette entreprise-là? Quid des usines de batterie? Quid de tout ce qui aujourd'hui était un peu ce que nous envisagions comme étant l'économie décarbonée résiliente? On peut être pour, contre, c'est pas le sujet, c'est savoir si ça marche ou pas. On est plutôt pour parce que c'était plutôt aller vers quelque chose de positif. Ça dépendait des conditions, on avait plein de conditions, mais aujourd'hui, même ça, c'est menacé. L'Europe n'est pas restée sans rien faire aussi par rapport à ces questions d'autonomie stratégique que j'ai déjà évoquées. Par exemple, quand on parle du digital ou des véhicules électriques, on parle des critical raw materials, à savoir les matériaux critiques rares. Ça a été évoqué, je suis en commission commerce international, je suis à la fois la coordinatrice de cette commission, mais je suis aussi la rapportrice et la chair, on dit présidente ou bref, la chef, entre guillemets, du monitoring group sur les critical raw materials, donc les matériaux critiques rares, dont le lithium. Il y a une stratégie à la fois de s'approvisionner en Europe, avec une augmentation. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur les mines de lithium, etc., mais c'est pas le sujet là, c'est vraiment se demander ce que fait l'Europe et comment ça nous crée des systèmes de dépendance ou pas. Et il y a eu aussi toute une stratégie pour diversifier les approvisionnements en matière de critical raw materials. C'est un point important. Parce que, en fait, c'est aussi une façon de penser sa place, comment je fais en sorte d'approvisionner mon économie et d'être plus robuste dans ma stratégie industrielle. Ensuite, il y a quelque chose qui n'a pas dû vous échapper non plus, peut-être, c'est que la Commission européenne a commandé un rapport qui s'appelle le rapport Draghi. Elle l'a commandé à Draghi sur la compétitivité de l'Europe. Je vous dis ça, je ne vais pas vous faire l'article, il fait 600 pages. Je suis intervenue régulièrement en plénière sur ce sujet-là. C'est vraiment pour la compétitivité. Nous, on est plutôt pour la coopération, vous le savez, mais c'est un fait. C'est ce rapport. Et vraiment, il est très décevant parce que, pour moi, je parle de mon point de vue, non seulement il a une visée que je partage pas forcément, j'ai une autre approche de l'économie qui est une approche ancrée sur les territoires et dans les limites planétaires, mais même si vous regardez ce rapport, vous tapez le mot OEAU, donc de l'eau, dont on a besoin pour certains types d'activités, y compris les data centers ou les semi-conducteurs ou tout ce que vous voulez, eh bien, il n'existe pas dans ce rapport. Donc, en fait, on continue à imaginer une économie hors sol qui est complètement déconnectée des territoires et qui est pas résiliente. Et moi, je considère que ça ne peut pas être la solution, mais bon, voilà. Donc, ça, donc aujourd'hui, normalement, ce rapport doit structurer les politiques d'investissement économique, mais pour moi, il est déconnecté d'une réalité. Et donc, l'autre conséquence, donc ça, c'est les conséquences vraiment en termes de quelle politique économique pour l'Europe. Et dans la politique économique de l'Europe, le vrai volet qui est en train de prendre une place considérable dans nos débats, c'est l'accélération des partenariats commerciaux, ce qu'on appelle les accords de libre-échange. Et ça a été annoncé tout de suite, avant même l'élection de Donald Trump par Ursula von der Leyen. L'accélération du Mercosur, il doit beaucoup à la situation géopolitique actuelle, la signature avec le Mercosur. D'abord, par rapport à une guerre avec la Chine, qui a déjà elle-même beaucoup investi dans les pays du Mercosur, Brésil, etc. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est de se dire, nous aussi, on a des excédents commerciaux. Enfin, on a des excédents, de production, notamment nos véhicules, nos machines-outils ou d'autres types de produits, des services aussi. On commerce déjà beaucoup avec le Mercosur, il faut le savoir, avec les pays du Mercosur, l'Argentine, etc. Mais on pourrait faire encore plus et encore plus écouler nos excédents. Puisque les États-Unis vont nous être fermés, il faut trouver de nouveaux débouchés. Et il faut aussi qu'on concurrence la Chine qui est en train de prendre toute la place sur ces territoires. Aujourd'hui, notre balance commerciale, elle est excédente avec ces pays-là, ce qui veut dire qu'on gagne de l'argent. Donc, on n'a pas trop de problèmes en vérité. Mais il faut accélérer parce qu'on est dans cette inquiétude et cette course folle que vous connaissez quand on est dans ce dogme économique. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi dans ce choix-là, c'est que ça a conduit par un jeu de dominos. On veut accélérer le Mercosur. Et puis, il faut qu'on crée les conditions pour que nos normes en Europe, plutôt les exigences politiques qu'on a portées depuis des années pour réduire notre impact écologique, pour améliorer la durabilité de notre économie et accessoirement protéger notre santé, eh bien ces normes, maintenant il faut les abaisser parce que la compétitivité est comprise comme le fait qu'on a trop de normes et donc notre économie et notre production coûtent trop cher. Et donc, plutôt que de se dire qu'on va demander aux autres de s'ajuster sur nos standards, on va baisser nos standards. Tout ceci est habillé avec un mot
qui est le mot simplification. Et évidemment, on parle toujours des PME qui en ont absolument besoin, et c'est vrai qu'elles en ont besoin, mais c'est pas de ça dont il s'agit là. Et donc, dans cette même idée, c'est pour ça que vous avez peut-être vu passer le choix qui a été fait de reporter la mise en œuvre du règlement de la directive sur la déforestation importée de 2 ans et d'importer des amendements qui affaiblissaient considérablement cette directive. Pourquoi? Parce que si on fait cette directive et qu'on signe le Mercosur, eh ben en fait, on peut plus, enfin, c'est-à-dire que les produits qu'on va importer, une partie d'entre eux sont issus de la déforestation, on ne pourra pas le faire, donc on n'a pas le bon deal commercial et donc on ne pourra pas exporter autant qu'on veut. C'est vraiment kafkaïen cette histoire parce que, en fait, on a fait des choix sur lesquels on revient parce que on veut gagner, je vais vous le dire, 0,1% de PIB. C'est ça que va nous apporter le Mercosur, sachant qu'il y a plein de façons de gagner du PIB différemment et je n'aime pas cet indicateur, vous vous en doutez, mais si je l'utilise, je vous le dis, même en l'utilisant, on peut gagner du PIB en faisant autrement. Donc, il y a d'autres stratégies commerciales avec d'autres pays, évidemment, mais je vous économise les détails. Il y a aussi un dernier point qui m'a beaucoup alerté au moment des auditions des commissaires, c'est que la stratégie d'aide au développement Global Gateway de l'Union européenne est aujourd'hui présentée comme une stratégie d'influence vraiment économique uniquement, sans contrepartie. Enfin, il y a beaucoup de textes, de choix qui avaient été faits pour augmenter nos standards en termes d'exigences de développement, de droits humains, d'évolution de la démocratie dans les pays qui en ont le plus besoin, bien sûr de protection des écosystèmes, qui sont menacés et à chaque fois, ça se sent dans le langage et dans les façons dont sont présentées les futures politiques européennes. On vient de voter la Commission européenne. Nous avons, les Français, voté contre, mais pas seulement. On est beaucoup dans le groupe, on est la moitié du groupe des écologistes à avoir voté contre et de manière très claire. On a un désaccord profond qui est lié à ça parce que pour nous, la réponse qui est apportée aujourd'hui à la situation n'est pas adaptée. Alors, quelle est notre réponse à nous que nous rêverions de mettre en œuvre si nous étions à la tête du Parlement, mais aussi bien sûr à la Commission, c'est que elle part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui l'Europe est isolée et elle est prise en étau dans une forme de guerre froide entre deux camps. Et que nous, on doit défendre, et vous l'avez dit Sylvie, une diplomatie forte, une Europe forte, et on doit croire en notre propre capacité de nouer des partenariats équitables, de continuer à défendre notre projet de civilisation qui est très puissant. C'est pas ce qui se passe, et pourquoi ça se passe pas comme ça? Parce que en fait, on est manipulé. Je le dis avec beaucoup de précautions, mais par par exemple, quand on a dû voter les droits de douane, l'augmentation des droits de douane de 35% sur les véhicules électriques chinois, les chiffres sont affolants sur les menaces sur l'industrie automobile européenne. Donc, normalement, on devrait tous être d'accord avec ça. Eh bien, on a eu des pays qui ont, notamment l'Allemagne, qui ont changé d'avis parce qu'ils ont été influencés, pas simplement, vraiment influencés, puis surtout, ils se sont repliés sur des intérêts à court terme, qui à moyen terme, de toute façon, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire leur stratégie, elle fonctionne pas. Mais à court terme, ils se sont repliés sur leurs choix individuels en tant que pays et ils ont renoncé à défendre une position forte avec toute l'Europe. Et c'est cette division au sein même des États membres qui conduit à cet affaiblissement de l'Europe. C'est pour ça que nous, on n'arrête pas de le répéter. Ensuite, je pense aussi que au moment des élections européennes, et il y a des travaux de David Chavalarias, dont je vous recommande la lecture, qui sont vraiment passionnants, sur les questions d'ingérence étrangère, et il a travaillé sur les élections européennes. Et il a montré clairement comment la Russie, notamment, a eu un rôle important, mais je vais pas c'est pas le sujet de ce soir, mais je voulais vous l'évoquer quand même. Le deuxième sujet qu'on défend, c'est le vrai protectionnisme vert. Pour nous, au contraire d'abaisser les normes, il faut au contraire proposer nos standards, essayer de faire en sorte d'évoluer avec nos partenaires commerciaux, etc. Tout ceci est possible, c'est pas de la théorie. Quand on décide à un moment de dire que des produits comme de la viande contiennent des antibiotiques, contiennent de certains résidus de pesticides ou j'ai plus le mot, d'insecticides, pardon. Eh bien, si on les importe, ça va avoir des conséquences pour notre santé. Je vais vous prendre un chiffre. Donc, je vous l'ai dit, le Mercosur, c'est 0,1% du PIB. En fait, si vous regardez le chiffre en valeur
brut de ce que ça nous rapporterait en milliards d'euros, en fait, vous le doublez et vous avez le coût réel des produits toxiques que nous consommons chaque jour pour la santé. C'est-à-dire qu'en valeur, si on supprime pas si on supprime les toxiques, on gagne 2 fois plus d'argent que ce que va nous ramener le Mercosur. Mais nous, non, on va continuer à importer des produits qui potentiellement vont nous empoisonner et en contradiction totale avec nos politiques de santé, par exemple sur la question des antibiotiques dans l'alimentation ou dans d'autres produits de consommation, enfin dans l'alimentation pour l'essentiel. Eh bien, il y a un gros sujet aujourd'hui sur l'antibiorésistance en Europe qui va nécessiter des millions d'investissements pour lutter contre ça. Donc, vous voyez, on est dans un mauvais calcul et un vrai protectionnisme vert. Peut-être que ça fera perdre à court terme des moyens à certaines filières, mais à moyen et long terme, on gagne de l'argent et on prospère ensemble. Et la dernière chose que nous, on défend, vous le savez, c'est l'European Buy Act, c'est-à-dire le fait de faire à la hauteur de ce qu'ont fait les États-Unis, mais pour un autre objectif que le leur, d'investir dans l'autonomie stratégique de l'Europe sur se nourrir, s'habiller, se loger, tout ça, nous en avons tous besoin et on peut se fournir, répondre à ce besoin avec de la production locale. Ça crée une vraie robustesse. Il y a évidemment des secteurs à haute technologie ou à haut niveau d'investissement sur lesquels il faut des vrais partenariats, peut-être qui s'inscrivent dans des partenariats mondiaux, mais ça ne peut pas être dans une relation de dépendance et de vulnérabilité. Je conclurai là-dessus. Pour moi, la stratégie qui est mise en œuvre, que je vous ai rapidement décrite, c'est une stratégie très vulnérable en vérité. Parce que le moindre à-coup, le moindre décision d'un État, le moindre conflit qui surgit, et c'est le cas d'ailleurs pour, par exemple, nos approvisionnements en matériaux critiques rares, nous sommes dans les choux. Nous, ce qu'on propose, c'est tout l'inverse, c'est robuste, durable, et en plus, vraiment plus égalitaire et plus inclusif, puisque le but, c'est de le bâtir filière par filière avec tous ceux qui participent, y compris les travailleurs. Voilà. Merci. Alors, on va passer aux questions. L'idée, c'est que je vais prendre, donc n'hésitez pas là, à mettre des questions. Je vais essayer un peu de rassembler là. N'hésitez peut-être pas aussi à préciser ce que je fais. C'est que là, les questions qu'il y avait pour l'instant, il n'y avait pas de personne identifiée, mais n'hésitez pas à dire à qui vous voulez poser la question. Je prends déjà rapidement, on fait un rapide tour d'ensemble de celles qui sont dans le chat. Il y avait une question autour, alors je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais de Françoise, il semble que les opposants qui sont menacés de représailles par Trump envisagent de s'exiler. Est-ce qu'il y a voilà, une question d'exode, on va dire, qui pourrait se mettre en place? Oui. Euh, Régis, oui, vas-y. Non, non, c'était juste pour compléter la question Vas-y. de Françoise sur les personnes menacées. Du coup, je la pose directement à Jeff Hawkins. Euh, alors, durant la campagne, plusieurs fois, Trump a effectivement a juré de se venger sur tous ceux qui l'ont enquiquiné à un moment ou à un autre. Hein. Donc, c'est aussi bien les démocrates qui l'ont attaqué, notamment dans le cadre de la commission d'enquête sur le 6 janvier, mais également les républicains. Je pense à des personnes comme Liz Cheney et d'autres qui n'ont pas hésité à se dresser contre lui. Et donc, il a juré de se venger. Est-ce que il est envisageable que Biden fasse comme Trump, pour une fois, c'est-à-dire lorsque Trump est parti en 2021, avant de partir, il s'est empressé de faire plein d'amnisties pour protéger certains de ses partisans, pour leur éviter des ennuis judiciaires par la suite. Est-ce qu'il est possible que que Biden, pardon, fasse de même par rapport à toutes ces personnes dont Trump a juré de se venger? Merci pour la précision, Régis. Il y avait une question un peu plus sur, alors, qui était sur les écolos, mais j'imagine que je passe à la réponse exactement vraiment sur les petits partis, le rôle un peu dans la démocratie américaine, ou sur vraiment sur les écolos aux États-Unis. Et on répond peut-être déjà à ça. N'hésitez pas à mettre des questions et je te donne la parole après, Philippe Leclerc. Régis, vas-y si tu veux compléter et dire quelque chose.
Ah, alors, je sais pas, Non, c'est parce que tu avais toujours la main levée. Oui, Vas-y, oui, vas-y. oui, mais en fait, j'ai levé la main après, justement, parce que je voulais poser une autre question, mais je sais pas si je vais la politesse à clip ou pas. Bon, on répond déjà à la question de Françoise et que Euh, tu as reformulée sur les. N'hésitez pas à piocher aussi dans le chat et puis après on fait celle à l'oral. Donc, c'est pour moi ou... J'ai l'impression, oui. Ok, donc, en ce qui concerne les menaces de Trump, euh, on est toujours dans l'incertain, hein, je veux dire. Et Trump, il a une façon très intéressante de s'exprimer. Il est beaucoup plus dans ce qui est impliqué que ce qui est dit. Et donc, oui, il y aura de la justice, machin. Ça reste vague. Il y a quand même des gens qui ont peut-être un peu peur de l'avenir on en parle aux États-Unis. C'est un sujet. Et déjà, je parlais tout à l'heure des normes de la démocratie. Le fait qu'on en parle, qu'il fasse quelque chose ou pas, c'est extrêmement important et c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. L'idée que simplement pour s'être exprimé, etc., qu'on pourrait par la suite se voir condamné. Certainement, dans un premier temps, les démocrates, membres du ministère de la Justice, par exemple, le Special Prosecutor, Jack Smith, qui a mené les procès, de multiples procès contre Trump. Est-ce qu'il sera dans la ligne de mire de Donald Trump? On ne sait pas. Mais encore une fois, le fait d'en parler, c'est quand même important. Et l'amnistie, bon, d'accord, Biden, il peut amnistier pour ce qui est passé déjà, mais pas pour l'avenir. Donc, c'est pas vraiment un moyen de protéger prospectivement les gens qui pourraient être ciblés. Et Régis, vous avez parfaitement raison. Il ne s'agit pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains qui ne lui ont pas été fidèles. Et notamment Liz Cheney, la poignée de députés républicains qui ont voté pour sa destitution, les sénateurs qui n'étaient pas assez loyaux, etc. On ne sait jamais. Et je pense qu'il est peut-être encore plus fâché que ces gens-là que contre les démocrates. Donc, c'est un vrai sujet. Mais on ne sait pas encore. Et on va voir certainement le choix de Gates. Bon, la candidature a été rejetée, mais il a nommé un député au poste clé de Attorney General, donc chef du ministère de la Justice, qui était totalement dans cette ligne-là, hein, qui était fidèle à 100% à Donald Trump et qui aurait certainement pris beaucoup de plaisir à pourchasser les démocrates et autres. Mais on ne sait pas. Et donc, il y a eu une autre question sur les écolos aux États-Unis aussi. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, on est foncièrement capitaliste aux États-Unis. Donc, si on part du principe que oui, c'est notre façon de consommer, c'est une économie capitaliste qui est à la base responsable pour nos problèmes environnementaux, ça ne trouve pratiquement pas d'écho aux États-Unis. Donc, déjà, il y a ce défi-là. Il y a aussi le problème que notre système électoral fait que euh, c'est pratiquement impossible de lancer un troisième parti de façon convaincante. Il y a eu des candidatures pour la présidence notamment, mais fonder un vrai parti et prendre un peu de pouvoir, ça n'existe pas. Donc là, parmi nous, on a l'honneur d'avoir une députée européenne des Verts. Cet animal, ça n'existe pas aux États-Unis et ça n'existera pas vraiment. Et donc, si vous voulez chercher les écolos aux États-Unis, c'est plutôt chez les progressistes démocrates. Donc, c'est là
Parmi les démocrates, vous avez quand même, au moins, on est convaincu que le climat, c'est un problème. Et c'est pas forcément le cas pour tous les républicains, hein. Et donc, il y a un consensus autour de l'idée qu'on devrait faire quelque chose. Et l'Inflation Reduction Act, dont on a beaucoup parlé ce soir, c'est l'exemple même. Mais ça, c'est pas contraindre les consommateurs ou les producteurs de faire quelque chose, c'est simplement aider les gens qui veulent faire une transition. Donc, quant à la contrainte, dire oui, on va éliminer tous les moteurs thermiques d'ici 10 ans, un truc comme ça, c'est assez rare. En Californie, d'ailleurs, on y pense, mais c'est pas très courant et c'est seulement l'aile progressiste du parti qui en parle. Et moi, en tant que personne qui est quand même un peu préoccupée par cette histoire, on a fait une liste de 21 questions importantes auxquelles les États-Unis sont confrontés, immigration, inflation, etc. Climat, c'était le 17e parmi 21 questions. Donc, pour l'électeur américain, à peu près la moitié des Américains pensent que c'est important, mais pratiquement tous les Américains pensent que c'est bien moins important que l'inflation, l'emploi, ceci, cela, l'immigration, etc. Donc, vous avez plus qu'une longueur d'avance sur nous, hein, sur cette question, malheureusement. Voilà. Tac. Philippe Leclerc, tu veux peut-être poser ta question, essayer de faire court parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Alors voilà, j'ai ouvert mon micro. Je vais essayer de faire le plus court possible. En fait, je vais rebondir un peu sur ce qu'a indiqué Marc dans le chat, qui me convient très bien. Et je pense qu'il n'a pas quelque chose qui n'a pas été vraiment défendu ce soir, en particulier par les deux premiers intervenants. Avec Majdouline, c'est un petit peu sel et poivre, on va dire. Euh, Trump, c'est vrai qu'il a des côtés très inquiétants avec son rejet des institutions, son grossier machisme, son projet de déportation des étrangers, mais qui est complètement irréaliste au plan économique. Donc je pense que ça sera largement freiné, ça sera plus de la démonstration que la réalité. La rupture avec certains accords, bon, effectivement, le multilatéralisme, ce monsieur ne connaît pas trop. Puis bon, sur le Proche-Orient, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, mais on voit quand même enfin, on n'a pas beaucoup parlé des catastrophes du libéralisme et du libre-échangisme auxquelles il s'oppose d'une certaine façon. Et ce soir, on n'a pas parlé de sobriété. J'ai pas entendu le mot une seule fois, même si il y avait quelques allusions peut-être du côté de Majdouline, mais c'était pas clair. Euh, on a quand même, c'est un monsieur qui est très contradictoire et très problématique. C'est quand même lui qui a bloqué le TAFTA, le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Nous, les écologistes, on n'a pas réussi à le faire et la social-démocratie européenne, qui était devenue plus ou moins social-libérale, a poussé pour signer le TAFTA. Donc, il y a des choses très, très contradictoires chez Trump au niveau des effets de sa politique et des choix qu'il fait maintenant de façon peut-être plus dure. Euh, sur l'OTAN, on est quand même un certain nombre chez les Verts à être très hostiles à l'OTAN. L'OTAN, c'est une politique, ça consiste à être dans des camps opposés militairement qui provoquent des conflits, des tensions, des conflits. Sur le plan international, on voit quand même que Biden alimente un génocide depuis 14 mois maintenant, et donc on ne voit pas ce que Trump peut faire de pire.
Biden, Macron et d'autres sont en train de détruire le droit international. Là, c'est pas Trump qui le fait, c'est Macron. Ils ont dit qu'ils n'appliqueraient pas le mandat d'arrêt sur Netanyahou s'il venait en France. C'est incroyable. Ils sont en train de tout détruire, tout ce qui est la construction internationale avec l'ONU. Donc, moi, je pense que c'est très contrasté. Il y a des choses qui sont effectivement très, très inquiétantes. Et pour finir, donc je suis passé très rapidement quand même. Pour finir, je pense que les Européens doivent complètement s'affranchir de la tutelle des États-Unis, et c'est pas gagné, hein. Il y a des missiles nucléaires dans 4 pays européens qui sont commandés par le Pentagone. Et voilà, pour finir, je suis étonné que personne n'ait cité le nom de Gilles Stein, même si Monsieur l'ambassadeur a parlé de l'écologie qui est une mission impossible aux États-Unis. Et effectivement, il y a un problème démocratique de ce côté-là. Voilà quelques remarques. Merci. Merci. Alors, Françoise Dutu, pour la parité. Régis, je propose qu'on prend les 3 questions d'un coup et on répond ensuite. Oui, moi, ma question sera bien plus brève. J'étais quand même assez impressionnée par effectivement les 2 premières analyses et sur la stabilité que ça laisse entrevoir sur le système de relations internationales. Donc l'OTAN, on a bien compris, d'après ce qu'a dit Jeff Hawkins, que va exploser, mais comment elle se reconstruit en Europe ou pas. Mais surtout maintenant, qu'en est-il de l'ONU et des institutions de l'ONU? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis effectivement extrêmement inquiète. Voilà, le système des Nations Unies en général, mais aussi certaines agences de l'ONU. Ils s'étaient déjà retirés de l'UNESCO, hein, et de l'OMS. Est-ce que ça va recommencer? À quel degré? Voilà, merci. Et Régis, Oui, j'ai trois questions rapides. Alors la première, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de réponse, parce qu'en fait, il y a une partie de l'intervention de Jeff Hawkins que j'ai pas bien entendu tout à l'heure. Du coup, je ne sais pas s'il a parlé du projet 2025. Si c'est pas le cas, est-ce que c'est possible qu'il en touche un petit mot quand même parce que ça reste quand même de servir de programme à Donald Trump pour son mandat. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport en fait au programme économique de Donald Trump. En fait, alors apparemment il y a 2 think tanks qui l'ont évalué grosso modo qui ont évalué qu'elle allait creuser en fait la dette de plus de 8 000 milliards sur 10 ans et avec un taux d'endettement qui va arriver à 140% aux alentours de 2030-2032. Et du coup, la question que je me pose, c'est quelles sont les conséquences pour nous autres, hein, au niveau mondial, parce que bon, j'imagine quand même que ça risque d'être une espèce de pompe à aspirer en fait l'épargne mondiale et à déstabiliser les autres économies, notamment européennes. Et voilà, donc question, quelles sont donc les conséquences potentielles de cette politique économique? Et troisième question, voilà, je crois que malheureusement, je l'ai oublié. Alors oui, pardon, c'était par rapport à l'Europe, et là peut-être que Sylvie Matteli et Mageline pourront répondre. Ça concerne en fait, grosso modo, en fait, concernant justement cette politique de Trump, comment l'Europe peut s'adapter en conséquence. Moi, je pense par exemple aux enjeux climatiques hein, et de sobriété. Donc, quels sont quelle est la politique alternative que l'Europe pourrait développer par rapport à ça pour s'en protéger et avoir une voie autonome des États-Unis. Voilà. Merci. alors peut-être commencer par Majouline, il y avait une question directe, et ensuite peut-être pour la parole alternée, Jeff, et ensuite Sylvie Atteli. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais devoir probablement vous quitter avant la fin et vraiment à la fois Jeff et Sylvie et puis à l'ensemble des participants à cette réunion, je suis à votre entière disposition et j'espère que on aura l'occasion d'échanger de nouveau ensemble. Je dois dire que et d'ailleurs pourquoi je pense qu'il faut qu'on continue à échanger ensemble, c'est parce que aujourd'hui, on navigue dans un monde incertain. Les solutions qui ont été mises en œuvre par l'ancien monde, entre guillemets, c'est-à-dire les politiques qui ont été menées jusqu'à l'heure actuelle, qu'il s'agisse des politiques de commerce international ou des politiques de développement de nos territoires, finalement, on voit qu'elles
qu'elles n'ont pas eu l'efficacité qu'elles étaient censées avoir. Ça me permet de dire une chose, c'est que moi, j'étais présidente d'une coopérative textile, sociologue de l'environnement. J'écris des livres pour dénoncer les conditions de travail et les impacts environnementaux d'une filière particulièrement polluante, etc. Et j'arrive au Parlement européen, mais je suis militante depuis très longtemps, mais plutôt au niveau territorial. Et j'arrive au Parlement européen avec mes idées qui sont des idées d'une autre économie radicalement différente, celle dont vous avez parlé, de la sobriété, celle des circuits courts, etc., etc. Sauf qu'à un moment, si on veut être entendu, il faut pouvoir parler des sujets tels qu'ils sont posés sur la table. Donc, par exemple, si on prend la question de la mondialisation des traités de libre-échange, ma question à Ursula von der Leyen, quelques semaines après avoir été élue, n'a pas été de dire « Stop au traité de libre-échange, ça a détruit mon territoire ». J'aurais voulu le dire, et je le dis d'ailleurs, quand j'ai envie de le dire, je le dis. J'ai dit « Ce serait bien que la Commission fasse une évaluation microéconomique et pas macroéconomique, pour voir quelles sont les vraies conséquences sociales sur l'ensemble des territoires, mais aussi du point de vue de la rentabilité des entreprises de ces accords de libre-échange. Est-ce que ça a profité qu'à des grands groupes mondialisés ou est-ce que ça profite aussi à la prospérité partagée durable en Europe? C'est ma question. Je suis obligée de la formuler comme ça. Je ne veux pas commencer à dire que moi, je crois au fait qu'on partage les moyens de production. Enfin, là, c'est deux mondes qui s'affrontent, qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc, il faut trouver un point de jonction et c'est celui que j'ai trouvé. Essayer à un moment d'utiliser la façon dont aujourd'hui la Commission et une grande partie du Parlement formulent les questions économiques pour essayer de faire des propositions dans ce cadre. C'est notre rôle en tant que parlementaire. Il y a un gros sujet là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, moi, je crois de plus en plus, et Marine le dit, mais on le disait en même temps toutes les deux, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une évidence, Marine Tondelier, c'est que nous sommes les réalistes. Et eux, aujourd'hui, ce sont les utopistes, et utopiste, c'est pas un gros mot, c'est plutôt quelque chose que j'aimerais bien qu'on garde pour nous, mais en fait, c'est eux qui vivent dans un monde qui n'existe plus ou qui n'existe pas. Et d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure à propos de la vision de l'économie de Donald Trump. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre vision qui consiste à dire il y a plein de secteurs d'activité, plein de sujets sur lesquels il faut des stratégies de filière, comme ça a été le cas à l'origine de l'Europe, sur l'acier et l'énergie. Aujourd'hui, il faut des stratégies de filière à l'échelle européenne et créer de la coopération active avec des investissements beaucoup plus importants. C'est ce que moi j'appelle, et ce que les écologistes appellent, l'European Buy Act. Moi, je crois aux Européens. Je crois que les Européennes et les Européens, ils n'ont pas envie simplement d'être dans des homo economicus. Ils ont envie aussi de participer à un projet de civilisation. Sauf que jamais on a vraiment formulé les choses de la sorte. Et en tout cas, on l'assume pas en tant que tel. La deuxième chose que je voulais dire là-dessus, c'est que moi, le problème aussi auquel je suis confrontée, c'est que quand je parle à des journalistes, pour l'expliquer, par exemple, le Mercosur, des choses très rationnelles, 0,1% du PIB, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, etc., etc., je me heurte à des murs aussi de dogmatisme. Comme de la droite européenne jusqu'à une partie de la presse, ils vivent dans des croyances qui n'existent pas. Et donc, par exemple, aujourd'hui, ils me disent, oui, mais comment on va faire la guerre face à la Chine? Eh bien, je leur renvoie la question en disant, pourquoi on va faire la guerre à la Chine? Moi, je veux bien faire la guerre à la Chine sur le e-commerce qui est en train de contribuer à accélérer la fermeture d'enseignes, de marques de mode, de Auchan et de tout ce que vous voulez, y compris en particulier dans ma région. C'est un sujet que je connais par cœur. D'ailleurs, j'ai demandé une commission d'enquête sur le e-commerce, sur les sites Shein et Temu au Parlement européen. Ça a été une des premières choses que j'ai faites et je vais continuer à mener la bataille pour faire en sorte de supprimer l'exonération des droits de douane en dessous de 150 € pour la vente en ligne, etc. Mais je suis obligée d'aller dans les termes du débat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on muscle. Et là, je vous avoue qu'aujourd'hui, mon travail au Parlement, ça va être aussi de muscler notre réponse à ce genre de choses. En disant, nous, on a un plan B. Et ce plan B, il est beaucoup plus désirable. Et en plus, il ne met pas en danger la démocratie européenne. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, moi, ce qui m'inquiète, l'Europe est isolée, je l'ai dit, mais elle est aussi finalement vue comme une entité impuissante.
Et elle est menacée aussi par ses choix. Le fait, par exemple, d'avoir rentrer une partie de l'extrême droite dans la Commission européenne, c'est un affaiblissement de l'Europe. Et donc, notre travail ici pendant les 5 années à venir, ce sera pas simplement de répondre aux choix des États-Unis ou aux choix de la Chine, ce sera d'essayer de promouvoir un plan B, qui est un plan qui est centré sur les besoins des Européennes et des Européens, sur les alliances à faire avec le monde économique, sur des alliances à faire aussi avec les ONG qui peuvent documenter, mais aussi sur des combats juridiques, puisqu'il y a une partie des choix aujourd'hui, je pense notamment au Mercosur, qui, à mon avis, au niveau de la conformité légale et vis-à-vis même de nos traités, dans les modes d'adoption, dans l'exercice de la démocratie en Europe, sont pas conformes. Juste une dernière chose, je voulais dire que contrairement à ce qu'avait dit Philippe, poivre et sel, c'est mes cheveux naturels, je ne me teins pas les cheveux. Voilà. Voilà. C'était une petite blague pour finir. Ok, j'ai loupé un truc. J'ai pas encore à vous dire, mais je suis à votre disposition. On a produit des notes sur le Mercosur, sur la question des conséquences de l'élection de Trump par rapport aux politiques commerciales européennes, et je me tiens à votre disposition pour vous les partager. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, on déborde un tout petit peu, surtout je m'excuse vis-à-vis des intervenants, mais est-ce qu'on peut avoir une réponse pour conclure donc, sur les 3 questions qu'il y avait, les 3 intervenants qui ont posé plus que 3 questions. Alors, Jeff, et ensuite. D'accord. Je tiens à préciser aussi que moi non plus, je me teins par les cheveux. Hein. Par principe. Je vais aller très rapidement parce que Sylvie, elle a plein de choses intéressantes à dire et je veux pas trop monopoliser le temps. Pour le premier intervenant, son discours, ses propos que je trouvais fort intéressants, finalement, ça revient à l'idéologie. Et je dois dire que moi, personnellement, je partage pas forcément. Je respecte ces idées, mais pour moi, l'OTAN, c'est important. Et il y a eu quand même l'agression russe contre un pays européen. Il faut quand même bien se défendre. Mais ça, c'est une différence intellectuelle. Ma réponse à ces questions, à ces interrogations, c'est la suivante. Et ça, c'est que vous soyez pour ou contre les libres-échanges, pour ou contre l'OTAN, si on doit changer, est-ce qu'on change dans le désordre, dans le chaos, suivant les impulsions d'un président américain totalement intéressé, ou est-ce qu'on le fait ça de façon ordonnée et intelligente et en partenariat autant que possible? C'est ça la question c'est ça ma réponse à ça. Quant aux Nations Unies, c'est une question très importante. Trump a toujours été très hostile aux Nations Unies, et moi, pour avoir travaillé en Afrique, où les Nations Unies jouent un rôle très important, même si c'est pas toujours efficace, j'en étais très sensible. La dernière fois, il était contré, entre autres, par un congrès, même un congrès républicain, qui était toujours acquis à l'idée d'un leadership américain. Donc, le budget de Donald Trump, systématiquement, il a soumis des budgets où il demandait à réduire sensiblement nos contributions aux Nations Unies. Le Congrès n'a pas suivi. Cette fois-ci, j'en suis pas certain. Hein. Je veux dire, les républicains au Congrès sont très différents cette fois-ci que la dernière fois. Et juste pour une seule agence qui est quand même clé dans tout ça, dans l'actualité, UNRWA, donc l'agence des Nations Unies qui soutient les Palestiniens. Lui, il a complètement cessé nos contributions à l'UNRWA, qui laissait l'organisation dans des difficultés énormes. Biden, on a repris là où on était avant. Trump, il va certainement, dès le premier jour, nous sortir de l'UNRWA aussi, encore une fois. Donc oui, les Nations Unies, c'est un sujet hyper important. Et puis pour le 2025, le 2025 projet,
juste, c'est Heritage Foundation, donc c'est un think tank conservateur qui est là depuis très longtemps, mais qui était très proche intellectuellement de Trump. Pendant la campagne, pour des raisons plutôt politiques, je dirais, Trump l'a un peu désavoué ce projet, mais maintenant, tout le monde qui était impliqué, ils sont en train, à droite et à gauche, à demander des postes dans l'administration Trump. Donc, ça va revenir. Mais le projet, en fin de compte, c'était un plan de prise de pouvoir du gouvernement américain du deep state. C'est-à-dire, comment est-ce que nous MAGA, fidèles de Trump, comment est-ce qu'on va s'accaparer de l'appareil de l'État? Parce que la dernière fois, on a été très inefficace. Et, et, et l'idée, si vous lisez le document, on dit oui, euh, oui, un deep state, les fonctionnaires, ils ont pris le pouvoir du peuple américain et maintenant, les gens qui peuplent le gouvernement américain ont plus en commun avec des Européens ou des socialistes qu'avec des citoyens américains. Et je vous signale que Européens et socialistes, ce sont des insultes dans ce contexte-là. Vous voyez, donc c'est vraiment, pour moi, en tant qu'ancien fonctionnaire, en tant qu'ancien membre du Deep State, ça m'effraie beaucoup. Et vous allez certainement, malgré le désaveu de Trump pendant la campagne, vous allez certainement voir plein d'idées là-dedans figurer dans les projets de l'administration. Voilà, pour moi. Madame Ouais, Mattei. oui, je prends le relais très vite et parce qu'on a déjà largement dépassé. Je rejoindrai ce que disait Madjouline sur la question que quand on veut travailler à plusieurs, il faut aussi avoir la culture du compromis. Je résumerai ce qu'elle a dit comme ça. Et que finalement, on a des positions, mais qu'il faut savoir négocier, savoir plier. Et pourquoi je dirais ça? Je dirais ça pour répondre rapidement à deux questions qui ont été posées. La première, c'est celle qui a été posée sur l'OTAN. Oui, j'entends bien que l'OTAN aurait peut-être dû disparaître à la fin de la guerre froide, et c'est une opinion qui est assez partagée en France, mais c'était juste inconcevable pour la plupart des pays européens qui n'ont pas investi suffisamment dans leur sécurité que de devoir se passer de la sécurité américaine. Alors une fois qu'on a dit ça, bah, ce qui est certain, en tout cas aujourd'hui, c'est que le renforcement de la défense européenne est un moyen aussi d'affaiblir l'influence que peuvent avoir quelque part. Alors, je vais pas dire l'influence que peuvent avoir les États-Unis sur la sécurité, mais peut entraîner, peut permettre d'appréhender avec un certain recul le retrait progressif des États-Unis de cette responsabilité d'assurer la sécurité européenne. Et peut-être que à long terme, encore une fois, on n'est pas dans un scénario de court terme, peut-être qu'à long terme, ça rendra obsolète l'Alliance Atlantique, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et c'est juste inaudible pour nos partenaires. D'ailleurs, je me permets de souligner que c'est parce que on a à un moment donné développé un concept qui veut rien dire, mais qui rassure tout le monde de pilier européen de l'OTAN, qu'on a réussi à renforcer ou en tout cas qu'on est sur une démarche de renforcement de la défense européenne. Sinon, c'est totalement inaudible et inimaginable. Et donc, cette question du compromis, c'est aussi la question du modèle multilatéral et du multilatéralisme et de la gouvernance mondiale. On est aujourd'hui dans une faille totale et une impossibilité pour la gouvernance mondiale de véritablement jouer son rôle pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons principales, c'est l'incapacité des pays du Nord, des pays occidentaux, et ça nous est souvent répété par les pays du Sud, de constater que les rapports de force ont changé, de constater que la mondialisation a entraîné un certain nombre d'émergences d'un certain nombre de pays qui légitimement, parce qu'ils pèsent plus dans le monde, de par leur puissance économique, de par leur puissance autre qu'économique, veulent jouer un rôle, veulent prendre leurs responsabilités. On est dans un monde pluriel, on donne des leçons de démocratie à tout le monde et on est incapable de s'appliquer nous-mêmes cette propre démocratie. Et ça, je pense que c'est extrêmement dommageable à l'ordre international. Ça crée un désordre, ça crée une fragmentation, ça crée des conflits et des guerres. Je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Sur la question sur la dette américaine, je ne vais pas ouvrir un autre sujet, mais juste une petite remarque.
c'est la question que je voudrais poser une question à la question plutôt que de répondre, c'est à quel moment cette dette américaine va devenir un problème? Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans cette fragmentation du monde, etc., on est face à l'extraterritorialité aussi des règles, des lois américaines. On a un certain nombre de pays qui essayent de se désolidariser, qui essayent de se découpler, comme on dit aujourd'hui, de l'économie américaine. Et bah, ce découplage, tôt ou tard, il réduira ce privilège exorbitant, cette capacité des États-Unis à s'endetter indéfiniment, alors même que les États-Unis seront probablement dans une somme d'endettement phénoménale. Je pense qu'il faut appréhender ça. Pour moi, c'est l'une des crises du moyen terme qu'il faut absolument appréhender parce que on ne peut pas se réjouir d'une crise économique qui serait liée à un surendettement américain. Ça aura des conséquences planétaires et sur l'économie mondiale et ça fragilisera très probablement l'économie mondiale pour très 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 longtemps. Et pourtant, personne n'en parle et personne ne se questionne. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, que doit faire l'Europe? Bah, l'Europe, dans l'ordre, hein, elle a un certain nombre de priorités à gérer avec l'arrivée de Donald Trump. D'abord, comme je le disais, c'est la guerre en Ukraine, la sécurité européenne, en Europe. Ça, c'est le premier. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Le deuxième, c'est probablement la réaction aux mesures commerciales qu'il va imposer. La troisième priorité, ça va être comment on arrive à fédérer autour de nous, et parce qu'on a encore une certaine avance dans l'engagement climatique, comment on arrive à fédérer le reste du monde face au renoncement de Donald Trump ou au refus de Donald Trump d'admettre qu'il y a changement climatique. Et là, c'est ce qui est très intéressant parce que ça peut coupler deux des remarques que j'ai faites, c'est que la prochaine COP, elle a lieu au Brésil, que le sujet est un sujet qui est pris à bras le corps par une diplomatie brésilienne et par un Lula qui est véritablement, qui veut faire bouger les lignes et bouger les choses. C'est peut-être le moment de renouer un dialogue Occident-reste du monde et sur le changement climatique, de montrer à Trump qu'il n'est pas tout seul et que de toute façon, on peut avancer sans lui. Et enfin, le dernier élément, mais ça rejoint le troisième, c'est la relation de l'Europe au reste du monde. Là encore, hein, on n'est pas, il y a pas que Trump et l'Europe. Il y a Trump, Donald Trump et ses capacités de nuisance et d'incertitude et d'imprévisibilité, mais il y a aussi toute la planète est très inquiète de ce qui va se passer. Eh bien, c'est peut-être le moment pour les Européens de regarder ailleurs que uniquement Bruxelles, mais de regarder, de se retourner vers le reste du monde et d'essayer de proposer des solutions j'allais dire aussi inclusives que possible et pas dans un doux rêve, mais dans cette idée que moins donneuse de leçons qu'on a pu le faire par le passé et peut-être plus dans la négociation et l'échange. Voilà pour moi. Merci. Donc, je pense on va conclure ce webinaire. Juste petite précision, j'imagine alors c'est très technique, hein, mais j'imagine que certains sont arrivés via le mailing qu'on a fait sur Common. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt vous renvoyer un mail pour que vous puissiez être vraiment intégré sur les différents fils. Donc ça va arriver bientôt là. Et en tout cas, merci infiniment. Sylvie Matelli, Jeff Hawkin et Mash Green pour ces interventions de très grande qualité, extrêmement complémentaires. Je pense qu'on a tous appris énormément de choses. Donc voilà, merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.